Le 7 mai 99, un homme marche seul dans une petite rue de Minsk, la capitale biélorusse. Il vient de garer sa voiture et fait les derniers mètres à pied pour rentrer chez lui. Mais deux hommes le suivent, ils sont juste derrière lui. Et en face, il y en a deux autres qui arrivent à sa rencontre, pour l'empêcher de partir. Ils sont tous armés. Ils s'adressent à l'homme et lui disent qu'ils sont de la police et qu'il doit venir avec eux. Encerclé, l'homme est forcé de monter dans leur voiture. Mais il ne pose pas de résistance. Il sait ce qu'il attend. Dans sa voiture, il dira quelque chose comme « Faites ça rapidement et sans douleur s'il vous plaît ». Et depuis ce jour, personne ne l'a plus jamais revu. 4 mois plus tard, le 16 septembre 99, également à Minsk, deux hommes sortent d'un bain public. C'est également à cet endroit qu'ils seront vus pour la dernière fois. Cette fois-ci, pas de témoins. C'est leur voiture qu'on retrouvera plus tard, abandonnée et à côté des traces de freinage et de verre brisé. Mais selon le témoignage de l'un des assassins, les deux hommes finiront nus, chaussures aux pieds, enterrés dans un trou à l'entrée d'une forêt au sud du Bélarus, l'autre nom de la Biélorussie. Mais alors qui sont-ils? Le premier enlevé près du square, c'est Yuri Zakharenko, l'ancien ministre de l'Intérieur biélorusse. Les deux autres au bain public, c'est Viktor Gonchar, l'ancien président du Parlement biélorusse, et Anatoly Krasovski, un homme d'affaires, lui aussi biélorusse. Leur point commun, c'est qu'ils se sont tous les trois opposés publiquement au président en place. Et c'est ce qui a conduit à leur assassinat, très probablement exécuté par le Soder, une unité spéciale d'élite, loyale au président du Bélarus. Dans ce genre de situation, l'ordre est donné verbalement. Pas de rapport, pas de papier, pas d'enregistrement, et donc pas de traces. Idéal donc. Et logiquement, l'enquête officielle ne donnera rien. Mais le coupable ne fait aucun doute. Il est encore à la tête du pays aujourd'hui, et il s'appelle Alexandre Loukachenko. Ces disparitions illustrent assez bien ce qui se passe en Biélorussie aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on l'appelle la dernière dictature d'Europe. Elle est à seulement 2 heures de vol de Paris, et c'est dans ce pays que je vais aller passer quelques jours, et je vais vous emmener avec moi. Pour ça, on va devoir passer la frontière pour rentrer dans ce pays fermé, direction la capitale de l'ancienne République soviétique, où je vais dormir en face des bureaux du KGB. Ensuite, on ira à la frontière ukrainienne, au sud, près de Tchernobyl, pour explorer la zone d'exclusion. Et ensuite, il faudra que je vous montre un autre truc vraiment dark à la frontière avec la Pologne, avant de moi-même essayer de sortir du pays sans problème. Vous l'aurez compris, avec ce que je viens de vous dire, il faudra mieux ne pas faire de vagues si je veux rentrer chez moi sain et sauf. Bon, mais avant ça, il faut que je vous raconte comment j'ai eu l'idée d'aller là-bas. Je dois aller en Pologne pour le travail, rien à voir avec YouTube. Et du coup, comme pas mal de mes aventures dans le passé, j'essaie de chercher un projet qui sort de l'ordinaire à filmer, et sur lequel je peux enquêter. Donc je parcours la carte de l'Europe de l'Est, et je réalise rapidement que juste à côté de la Pologne, il y a la Biélorussie, la dernière vraie dictature d'Europe. Sauf qu'en me penchant sur la faisabilité du projet, je vois qu'à cause de la guerre en Ukraine, le Bélarus n'est pas vraiment sur la liste des pays recommandés. Le gouvernement français le classe dans la catégorie rouge, la pire, celle des pays fortement déconseillés, comme le Soudan, l'Afghanistan ou la Corée du Nord. Et il rappelle aux Français qu'ils sont invités à quitter le pays, et non à le rejoindre. Pour avoir plusieurs opinions sur le sujet, je fais aussi un tour sur Reddit. Là, les avis sont plus partagés. Certaines personnes sont catégoriques et très virulentes, et disent que c'est la pire des idées, que des pays de l'UE détiennent des Biélorusses en prison et que je peux facilement servir de monnaie d'échange. Ou pire encore, être accusé d'espionnage et jeté au fond d'une cellule sans jugement. Mais d'autres personnes sont plus modérées, peut-être des locaux, qui disent que les villes sont tranquilles et que tant que tu fais pas de vagues ou que tu participes pas à des manifestations politiques contre le pouvoir en place, il ne t'arrivera rien. N'étant pas journaliste, je me considère comme à peu près safe et je décide d'y aller. Sauf qu'il n'y a pas d'avion pour se rendre directement au Bélarus. L'espace aérien du pays est fermé aux avions européens. Et si vous le connaissez pas, je pense que l'explication va peut-être vous surprendre. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. Avant de partir, il faut que je vous raconte rapidement ce qui m'attend là-bas. Donc une fois sur place, l'objectif c'est de passer 2 jours à Minsk pour voir à quoi ressemble la capitale d'une dictature. D'ailleurs, c'était pas prévu, mais je vais me retrouver à passer au journal du 20h sur la 2e chaîne nationale qui balance de la propagande pro-régime. Je vous raconte ça en détail tout à l'heure. Ensuite, direction le sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, là où sont passés les chars russes en 2021. On y trouve une immense zone d'exclusion interdite d'accès. Comme moi, avant d'y aller, vous êtes peut-être pas au courant, mais en fait, quand le réacteur de Tchernobyl a explosé, à cause des vents, c'est le sud de la Biélorussie qui s'est ramassé 70% des radiations. Et la zone est donc interdite. Mais on peut obtenir un laissez-passer et, accompagné de militaires, y faire un tour pour voir ce qui s'est passé là-bas, et revivre les derniers instants de la catastrophe. Et ensuite, on ira plein ouest, à la frontière avec la Pologne. Il y a une forêt ancestrale à cheval sur les deux pays. Et au milieu de cette forêt, pour séparer la frontière, il y a un énorme mur, des barbelés et beaucoup de surveillance. À l'image de celui qui sépare le Mexique des États-Unis, la Syrie de la Turquie ou la DMZ entre les deux Corées. Celui-ci sert de barrage à la politique de Poutine et de Loukachenko pour faire pression sur l'Union européenne. Et en parlant d'eux, il faudra moi-même que je franchisse cette frontière pour quitter le Bélarus et rentrer en Pologne. J'ai entendu que ça pouvait prendre entre 10 et 30 heures pour faire tout le trajet, à cause de l'attente à la frontière. Et que les soldats polonais n'étaient pas vraiment coopératifs avec les personnes venant de Bélarus. Sans surprise quand on sait que le gouvernement a légalisé le droit de tuer les migrants illégaux. Bon,
Dit comme ça, le planning a pas l'air très réjouissant. Et logique, on va pas au pays des merveilles. Et c'est pour ça que j'ai quand même essayé de mesurer les risques avant d'y aller. Normalement, le voyage devrait bien se passer, même si dans ce genre de pays où la justice est à la solde de ceux qui dirigent, un pas de travers et ça peut vite mal terminer. Je vais donc devoir être discret, parce qu'on peut vite m'accuser d'espionnage en filmant le mauvais bâtiment, ou en posant une question qui dérange à la mauvaise personne. Et mettre les gens en prison, c'est pas quelque chose qui fait peur au régime. Je le savais pas, mais en Biélorussie, il y a 4 à 5 fois plus de prisonniers politiques qu'en Russie. Ça fait presque passer Poutine pour un enfant de cœur. Un autre élément non négligeable, c'est la situation géopolitique actuelle de la région. La Biélorussie n'est pas officiellement en guerre avec nous. Les Russes ont plusieurs bases sur le sol bélarus et y stockent également une partie de leur arsenal nucléaire. Depuis le début, j'ai peut-être un ton léger, mais au moment de partir, je suis loin d'être serein. Les semaines qui précèdent le départ, mon sommeil est entrecoupé de mauvais rêves et d'insomnie. Est-ce que je fais pas une connerie en allant là-bas? Et s'il m'arrivait un truc? Est-ce que je me jette pas dans la gueule du loup pour rien? J'essaie de me rassurer comme je peux, d'être le plus rationnel possible, de me dire que les médias en font toujours beaucoup trop, et de repenser aux gens sur Reddit qui disent que la situation est ok sur place. Bon, ça y est, je vais prendre le bus. Je vais quitter Vilnius là et normalement il y a mon bus pour Minsk qui m'attend dans une demi-heure. Donc j'espère que ça va le faire. Ça va être difficile de filmer, je pense, pour traverser la frontière parce que c'est interdit, mais on va essayer de faire ça à l'ancienne. J'arrive en avance à la station. Les gens ont le visage fermé, il fait un temps dégueulasse, ça ajoute au côté dramatique et la pression commence doucement à monter. Dans le bus, on est seulement une petite vingtaine de personnes, que des Biélorusses, qui rentrent chez eux. Il faut une grosse demi-heure pour arriver à la frontière lituanienne. Il y a d'ailleurs des kilomètres de camions qui s'entassent. Puis le bus s'arrête. Pour sortir du pays, on descend du bus et on doit rentrer dans un poste frontière. Lorsque vient mon tour, la policière me questionne. Sérieusement au début. Après, elle me demande chacune des infos écrites sur mon passeport. Ma date de naissance, ma taille. Et comme pour vérifier que j'ai bien appris ma leçon, elle me compare plusieurs fois au passeport. Et elle se marre. Je comprends rapidement qu'elle me charrie à cause de ma nouvelle coiffure. Mais RAS, elle me souhaite bon voyage. Et en sortant du poste frontière, il y a un duty-free dans lequel on peut acheter du parfum, de l'alcool et des bonbons. Je vois un mec ressortir avec 3 bouteilles de vodka dans les bras. Je souris intérieurement. Ensuite, on remonte dans le bus et on avance. Et là, c'est pas du tout la même mayonnaise. Le décor change, des gros barbelés, une zone labourée en mode no man's land. J'ai vraiment l'impression d'entrer dans un pays en guerre. Bon là, il y a un garde biélorusse qui vient de rentrer dans le bus pour checker un peu. Il a fouillé les toilettes. Il a checké qu'on avait bien le papier, il nous a laissé passer. Là, on est entre les deux zones toujours. Et on arrive au contrôle biélorusse, donc il va falloir redescendre à mon avis. On continue à avancer jusqu'à une seconde barrière et à un autre poste aux frontières biélorusse. Et là, on doit tous sortir, je descends, pas vraiment serein, et je rentre dans le deuxième poste frontière. Là, on doit d'abord faire contrôler nos passeports par une policière avant de se faire fouiller par le douanier. Je suis 5e dans la file, il y a 15 personnes derrière moi, et lorsque vient mon tour, la militaire me demande de sortir un traducteur, parce qu'elle parle pas anglais, et là vont s'en suivre 15 très longues minutes pour moi, où mon Google Translate va marcher une fois sur deux et nous obliger tous les deux à répéter nos questions à chaque fois. Je sens que tous les regards sont posés sur moi, c'est l'horreur. Et après lui avoir dit 3 fois que je venais faire du tourisme quelques jours et que je me cassais ensuite, elle me finit par me laisser passer. J'apprendrai plus tard qu'en ce moment il n'y a pas un seul touriste en Biélorussie, ce qui explique peut-être la suspicion sur ma visite ici. Je me dirige ensuite vers la fouille, elle se passe bien, le second douanier parle un anglais excellent, et malgré son sérieux, je le sens assez bienveillant à mon égard. Tout le monde remonte dans le bus, et on repart vers Minsk. Ah oui, j'ai failli oublier, mais je vous ai pas expliqué pourquoi je me trouve dans un bus parti de Vilnius, et pourquoi j'ai pas atterri directement à Minsk. Pour le comprendre, il faut remonter au 23 mai 2021. Il est 10h15. Un vol Ryanair relie Athènes à Vilnius, la capitale lituanienne. Et parmi les passagers, il y a Roman Protasevich, un journaliste et activiste biélorusse, critique du régime de Loukachenko, le président dictateur. Le début du vol se passe bien, rien à signaler. Mais au moment de passer au-dessus de la Biélorussie, l'équipage du vol Ryanair reçoit une alerte à la bombe, déclenchée par les autorités biélorusses au sol. Ils reçoivent l'ordre de venir se poser sur le champ à Minsk, alors que l'avion est quasiment arrivé à destination. Et pour s'en assurer, l'armée biélorusse envoie un avion de chasse MiG-29 pour les escorter. Pas le choix. L'équipage Ryanair modifie sa trajectoire et atterrit à Minsk. La suite, vous vous en doutez. Une fois que l'avion est immobilisé, Roman Protasevich et sa compagne sont arrêtés par les forces de sécurité biélorusses. Évidemment, personne ne trouvera d'explosifs à bord. Le prétexte parfait. Et depuis cet acte de piraterie aérienne, les vols des compagnies européennes sont interdits dans l'espace aérien biélorusse. Quant à Roman Protasevich, il a fait une apparition à la télé d'État biélorusse, très certainement sous la contrainte. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков. Donc faute de vol direct, l'option la plus simple et celle que je choisis, c'est de prendre un vol jusqu'à Vilnius et ensuite d'y prendre un bus qui me conduira jusqu'à Minsk.
En arrivant à Minsk, je suis scotché par le dépaysement. J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 50 ans en arrière. Ces bâtiments massifs, ces rues extra larges, comme pour laisser passer les chars, les mots en cyrillique sur les immeubles, et tous ces symboles de l'ex-URSS. Je pensais pas vous reparler avant demain matin, mais en fait, je suis arrivé dans l'appartement, là. Je suis juste en face du bureau du KGB. Et oui, ça c'est les bureaux du KGB biélorusse, les services secrets qui sont à la solde du gouvernement de Loukachenko. C'est l'héritier direct du célèbre KGB soviétique que vous connaissez tous, dont il a conservé le nom, mais aussi les méthodes. Harcèlement, arrestation arbitraire et torture. C'est ça le palmarès des gens qui bossent ici. C'est d'ailleurs eux qui ont planifié l'interception du vol Ryanair. Je vais pas parler de manière trop suspecte parce que les États-Unis ont écouté l'Élysée comme ça, avec leur ambassade apparemment. Oui, alors là je vous dois une petite explication pour ceux qui sont pas au courant. Vous devez vous dire que j'en fais trop en disant que le KGB biélorusse peut potentiellement m'écouter depuis leur bureau. Sauf que c'est pas si absurde que ça. Edward Snowden, ça vous parle forcément. C'est l'agent américain de la NSA qui a fait leaker des documents classifiés sur un programme mondial de surveillance, mené par les États-Unis sur des pays alliés, dont la France. Et plus précisément ici, en plein Paris. En fait, grâce à des antennes situées sur le toit de leur ambassade, dissimulées par ces bâches, à seulement 500 mètres de l'Élysée, les Américains ont écouté pendant des années les communications présidentielles françaises. Alors oui, je suis pas président, mais c'est peut-être pas si aberrant de penser que dans cet état policier, les murs ont des oreilles. Donc je sais pas s'ils écoutent en fait dans un rayon de quelques kilomètres autour de leur bureau. C'est quand même le KGB biélorusse, donc les services secrets ça rigole pas. Il y a cette grosse boule là-haut sur le toit qui ressemble à... Je sais pas si c'est pour les moyens de communication ou pas. Voilà. Bon bah c'était le petit point KGB du soir. Il y aura plus de news demain. J'allais aller me coucher, mais au moment de dormir, la propriétaire de mon Airbnb m'envoie un message et me propose de faire une interview avec une de ses amies journalistes. C'est pour un sujet qui passera aux 20h sur la 2e chaîne nationale, qui comme tous les médias légaux du pays, est à la solde du pouvoir. Je sais pas trop à quoi m'attendre et j'hésite un peu de peur de faire une connerie, mais l'occasion est trop belle et je finis par accepter. Bon, ce matin en me levant, j'ai eu le premier signe qui montre qu'on n'est pas dans une république comme les autres. Je voulais savoir si l'eau du robinet était potable, donc j'ai utilisé ChatGPT. Requête déclinée, pays non supporté. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bon là on se dirige vers le palais de Loukachenko. Je sais pas trop à quoi m'attendre, apparemment c'est assez sublime. Un peu comme dans d'autres républiques de ce style. Savoir s'il y a vraiment un culte de la personnalité ou pas, on verra. Bon là je sens qu'on se rapproche du palais parce que je suis arrivé sur une route où il y a des drapeaux biélorusses tout du long. Ça y est, je suis arrivé devant le palais de l'indépendance qui est le palais de Loukachenko normalement où il réside. Juste là. Bien que le bâtiment soit énorme, c'est assez sobre. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être des statues ou des affiches de lui. Mais pour l'instant, je vois rien à part des drapeaux biélorusses. Et pas mal de caméras aussi évidemment. Voilà, ça c'est Alexandre Loukachenko, le président dictateur du Bélarus. Je vous en parle depuis tout à l'heure comme si vous le connaissiez, mais il faut que je vous explique d'où il vient, parce que c'est un personnage clé de notre histoire. Et le Bélarus ne serait pas là où il en est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Loukachenko. Avec ce que je vous ai raconté depuis le début, je pense que vous avez déjà saisi à quel genre d'homme on a affaire. Celui qui vous fait emprisonner, torturer ou disparaître si vous vous opposez à lui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des faits très objectifs dont je vous parle, qui se sont déroulés depuis sa prise de pouvoir il y a 30 ans. Et oui, 30 ans. Il n'y a pas beaucoup de dictateurs sur Terre qui peuvent se targuer d'avoir un tel règne. Et c'est pas Bachar al-Assad qui pourra me contredire. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. En 91, le château de cartes s'effondre pour l'URSS. Et pour ces républiques soviétiques, c'est l'occasion d'être enfin indépendante. Et au milieu des décombres, il y a ce petit pays, le Bélarus, qui dispose d'une chance historique de se réinventer, comme une nation indépendante. Mais l'héritage soviétique est lourd à porter, peut-être trop. Et donc au milieu de ce chaos, il y a un homme qui se présente. Il est ancien directeur de Kolkhoz, il s'appelle Alexandre Loukachenko. Il est jeune et charismatique, il promet de conserver les acquis sociaux et de lutter contre la corruption. Son discours plaît, et il est élu avec plus de 80% des voix. Et retenez bien ça, parce que ce sera la première et la dernière fois. Parce qu'une fois au pouvoir, il change radicalement de visage. 2 ans seulement après son élection, il organise un référendum truqué pour modifier la constitution et renforcer son pouvoir. Et grâce à ça, il gagne un contrôle presque sans limite sur le pays et les institutions. Et il va pas s'arrêter là. Il traque ses opposants les uns après les autres, comme ceux dont je vous ai parlé au début. Les visages que vous voyez là sont ceux des disparus sous l'ère Loukachenko. Et entre les années 2000 et 2020, Loukachenko c'est ça. Il jongle entre les rapprochements avec la Russie et l'Europe et renforce son image d'homme fort, de dirigeant autocratique. En promettant aux Biélorusses qu'en échange de leur liberté, ils auront un pays fort qui fonctionne bien. Как вы понимаете демократию по-белорусски?
Вы знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию. Sauf qu'en 2020, Loukachenko truque encore les élections et là ça part en couille. Le peuple n'en veut plus. Ce que vous voyez là, c'est la plus grande manifestation anti-gouvernementale de l'histoire du Bélarus. Et comment ne pas comprendre le peuple? Ça fait 6 fois que le dictateur est élu, dont 5 où les résultats sont opaques et truqués. Sauf que la répression est à la hauteur de la colère du peuple, et voilà comment Loukachenko répond. Les violences policières sont extrêmes, les forces de l'ordre encagoulées arrêtent plus de 20 000 personnes, torture, viol. Les journalistes sont persécutés et poussés à l'exil. Et les opposants politiques, dont Svetlana Tikhanovskaya, qui est censée, elle, avoir gagné les élections face à Loukachenko, a dû partir se réfugier à Vilnius, en Lituanie. Et depuis 2022, Loukachenko a pris un virage irréversible avec la Russie, quand il a laissé les chars de Poutine passer sur son territoire pour envahir Kiev. Et il s'est pas arrêté là. Il y a maintenant des bases militaires russes permanentes sur son territoire, et il y a aussi des Spetsnaz en backup. Ce nom doit forcément vous parler si vous avez déjà joué à Call of, c'est les forces spéciales russes. Et Poutine a aussi fait stocker des armes nucléaires prêtes à l'emploi. Pour de nombreux pays, les deux gouvernements sont maintenant indissociables dans ce conflit, qui se joue aux portes de l'Europe. Et l'histoire nous montre que les dictatures ne durent jamais éternellement, mais elles durent. Et pour l'instant, Loukachenko tient bon. Bon, maintenant quelque chose de plus léger. Un truc qui m'a choqué quand je suis arrivé ici, c'est le nombre de marques occidentales qui sont toujours présentes. J'avais entendu que beaucoup de ces marques avaient quitté le pays à cause de la guerre et de la dictature, et parce qu'elles voulaient pas y être associées. Mais au final, assez surpris de voir que beaucoup sont encore présentes. Mais il y a bien un symbole de l'impérialisme américain qui a disparu, ce symbole auquel on a tous goûté au moins une fois. Et oui, les sanctions internationales, les difficultés d'approvisionnement et la pression politique ont eu raison de Ronald et de ses burgers. Mais du coup, il y a un franchisé, Mac.by, qui a repris le business. Bon, je suis obligé d'y goûter. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai regardé les reviews des 25 restaurants de toute la ville de Minsk, et les notes Google font pas vraiment envie. On tourne autour de 2,5 et ça dépasse pas le 3. Mais la tentation est trop grande. Je dois goûter une version biélorusse du Big Mac. Goûter le Mac Burger, ça doit être l'équivalent du Big Mac. En tout cas, il y a autant de monde qu'en France, c'est blindé. Ouais, l'intérieur, c'est vraiment une copie conforme du Bdomac. Ils ont vraiment rien changé, ils ont juste changé le logo. Les sandwichs, les caisses automatiques et tout, c'est exactement le même menu. Ils l'ont même appelé le Mac Burger, le Big Mac. Donc voilà, j'attends la commande là à faire à suivre pour la déguste. Ça n'a pas la même odeur que le McDo. Hein. Ça pue un peu la mort. Bon, en tout cas, le niveau présentation, on est là. Hein. Ça ressemble vraiment à un Big Mac. On va voir si sur le goût, c'est la même chose. Bon, c'est comme au Domac, la viande se barre. Très très grosse surprise. C'est exactement pareil qu'un Big Mac. Ah, c'est exactement le même goût. Délicieux du coup. Je pensais pas que ce serait aussi similaire. Par contre, évidemment, ils m'ont oublié la sauce comme d'hab. La sauce pour potatoes. Putain, c'est casse-couille. Je vais goûter le cheese, voir si c'est la même chose. Encore une fois, il a exactement la même gueule. C'est vraiment pareil que le petit cheese du McDo. Difficile à dire si c'est mon logo qui me joue des tours ou pas, ou si c'est juste la qualité du ketchup, mais j'ai l'impression que le ketchup est pas pareil. On va goûter les potatoes, voir. Non, les potatoes, elles sont moins bonnes. C'est pas la même chose. Bon, bah voilà. C'était marrant de goûter ça. Je pensais que ça aurait pas le même goût, mais en fait je pensais qu'ils avaient revendu le fonds de commerce, etc. Mais pas qu'ils avaient tout revendu comme ça, intégralement avec les recettes et tout. McDo était sympa de laisser la recette de son Big Mac à une société qui est plus affiliée McDo. Je suis assez surpris au final que les goûts soient identiques au vrai McDo, et en faisant des recherches après, je capte que c'est lié à plusieurs facteurs. Déjà, c'est dur pour McDo de faire valoir ses droits ici, dans un pays où ils sont plus présents, et où le gouvernement a pas vraiment de sympathie pour les Américains. Ensuite, les restaurants McDo étaient déjà exploités par un franchisé local qui payait McDo via des royalties, en échange de ses recettes secrètes, des fournisseurs et de l'utilisation de la marque. Le secret de la fabrication était donc déjà entre leurs mains, et avec le départ officiel de Ronald, ils ont simplement eu à conserver les mêmes éléments pour que ça fonctionne. Rien de surprenant donc dans le fait que les produits soient quasiment identiques. Bon, maintenant j'ai rendez-vous avec Daria, la journaliste de la TV nationale. Il va falloir que je tienne ma langue. Bon, je viens de finir l'interview, je marchais vraiment sur des œufs à me poser des questions. J'étais obligé de trouver des vieilles réponses pour détourner un peu le sujet. Me poser des questions, ouais, qu'est-ce que les gens en
Europe pense de la Biélorussie, etc. Bah, j'avais envie de lui dire, bah, pas forcément que des bonnes choses, mais... Алекс путешествует много, живет в Нидерландах, по работе едет в Польшу и, чтобы уж совсем расширить географию, едет через Беларусь. Беларусь. К вам не нужна виза. Это очень хорошо, удобно для французских туристов. Что ты слышал о стране и что увидел в городе, когда приехал? Я слышал, что люди в Беларуси и вообще в Восточной Европе закрытые и не улыбаются. Но я думаю, что это неправда. Да, вы не такие эмоциональные, как итальянцы, но белорусы очень открытые, милые и дружелюбные. Maintenant, je quitte l'hôtel pour rejoindre la gare de Minsk. Comme le reste de la ville, elle est aussi ancrée dans le temps. Ça y est, on va quitter Minsk maintenant. Et on va prendre le train pour Gomel, qui est la ville étape avant d'aller dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, côté biélorusse. Et c'est encore un bon air soviétique cette gare, c'est assez dingue. Il y a une espèce d'odeur bizarre dans la gare et je me demandais d'où ça venait. Et en fait je crois que j'ai trouvé la source, juste là. J'ai l'impression qu'il chauffe le... Je sais pas si c'est le fait que les trains avancent au charbon ou pas, mais... ça pue vraiment la mort. Voilà. Le train, lui, dans lequel je monte est bien moderne. À l'image de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, il n'y a pas une trace de dégradation, il est ultra propre, il y a un petit porte-manteau pour mettre sa veste, et il y a même un tas de petites couvertures. J'ignore si c'est pour le confort des passagers, ou si c'est au cas où le train tombe en panne en plein milieu de l'hiver, au milieu de nulle part, et pour nous éviter de mourir de froid. Je vois la campagne défiler par la fenêtre. À l'extérieur de Minsk, tout est beaucoup moins développé. C'est le symbole du déséquilibre des politiques centralisées menées par l'État et de l'héritage soviétique. Ça y est, petite arrivée à Gomel sous la neige. Ça promet d'être beau demain, je pense. Ouais, c'est des gros flocons bien gras. C'est ici que demain on prendra un taxi pour se rendre aux portes de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Mais il faut quand même que je vous raconte ce qu'on va faire ici, dans cette immense zone marécageuse interdite, aux portes de l'Ukraine. Pour y rentrer, il faut un laissez-passer, parce que c'est un endroit qui est sous le contrôle de l'armée biélorusse. Alors oui, il y a une autre option qui consiste à s'infiltrer illégalement, mais c'est une mauvaise idée. Et ce pour plusieurs raisons. Avec le contexte géopolitique actuel, tous les yeux de l'armée biélorusse sont fixés sur la frontière ukrainienne. Il y aura aussi des membres des forces Wagner, la milice privée de Poutine, qui a commis des actes atroces aux quatre coins du monde, qui sont stationnés ici. Et côté ukrainien, à quelques kilomètres d'ici, la frontière est aussi très surveillée. Parce que c'est par ici que Loukachenko a laissé passer les Russes pour envahir l'Ukraine en 2022. Ensuite, on est dans une dictature, donc ne pas se plier aux règles, surtout quand on est étranger, c'est pas idéal non plus. Et la troisième raison, c'est que c'est une zone ultra marécageuse. Il y a 20 000 ans, on était en pleine période glaciaire ici, et les glaciers recouvraient une grande partie de la Biélorussie. Quand ils se sont retirés et que la terre s'est réchauffée, ils ont laissé tous ces lacs, et ce sol marécageux. Beaucoup de raisons donc qui me laissent penser que c'est une mauvaise idée de partir faire du ressenti en solo. Pour pénétrer dans la zone d'exclusion, on utilise justement la route empruntée par l'armée russe. C'est vraiment étrange de me dire qu'à l'endroit où je me tiens, il y a seulement 2 ans, l'armée russe est passée juste ici avec des chars et des lance-roquettes pour marcher sur l'Ukraine. Pour m'accompagner, je suis avec une guide traductrice et un scientifique de la réserve. Lui, ça fait 10 ans qu'il est ici. Il me précise rapidement qu'il fait des tests tous les 6 mois et que ni lui ni aucun de ses collègues qui travaillent ici n'ont jamais eu aucun souci de santé. Et il me montre aussi ce petit dosimètre passif qu'il porte en permanence sur lui et qui permet de contrôler la radioactivité reçue. Moi qui vais n'y passer que quelques heures, me voilà rassuré. Il racontera aussi plus tard discrètement à ma traductrice que ça lui a fait vraiment bizarre de voir les chars débarquer devant chez lui, au bout de son jardin dans ce lieu si paisible, où protégé des actions de l'homme, la nature reprend rapidement ses droits. Ça, c'est le camion qu'on prend pour explorer la réserve. C'est un ancien véhicule de l'armée qui va vraiment partout. Plusieurs fois, je sens qu'on s'embourbe dans la neige, mais au final, non. On réussit toujours à sortir. Efficacité soviétique. Bon là, le dosimètre vient de s'emballer un peu parce que c'est passé au-dessus de 0,2 qui est la limite acceptable. Et en fait, le guide, il nous disait que on a de la chance parce qu'avec la neige, ça fixe les radiations au sol. Et que le pire, c'est en été, quand il y a du vent, un peu de poussière et de la chaleur, ça renvoie plus de radiation. C'est difficile de prendre la mesure de ce qui s'est passé pour les gens d'ici. Mais pour les Biélorusses, Tchernobyl, c'est un peu comme le 11 septembre pour les Américains. C'est une tragédie qui a causé un traumatisme collectif durable. Sauf qu'ici, ça touche des générations entières. Et sur le long terme. C'est d'ailleurs assez fou parce que quand l'explosion de Tchernobyl a eu lieu, ils ont commencé par faire une zone d'exclusion de 10 km seulement autour de la centrale. En fait, ils se basaient sur le fait que, comme pour une bombe nucléaire, il faut éviter d'entrer dans un rayon de 10 km autour de l'impact, et on est tranquille. Sauf que dans les faits, ça marche pas du tout comme ça. La contamination d'une catastrophe nucléaire se répand par petites zones, lorsque la radiation retombe.
On se rend bien compte du phénomène et des petits patchs de radioactivité disséminés un peu partout. Wow. Là on est à 2,20, ouais, 2,47. Waouh, 2,72. Oh 6, 7. Shit. Voilà, on est à 7 et la limite c'était 0,2. Hein. 0,2, donc là on est à 7,6. C'est énorme. C'est ouf, c'est hyper random parce que là il y a juste une petite zone où ça affiche 8 et à côté 3 ou 4 mètres plus loin on est à 0 et quelques, donc t'as vraiment eu un nuage qui a dû se déverser. La radioactivité est encore méga présente. Faudrait pas camper une nuit sous l'arbre. Et une des raisons de ça, c'est la capitale, Moscou. Il faut pas oublier que quand la centrale a explosé, tous ces pays ne forment qu'un bloc. Et quand les dirigeants de l'URSS réalisent que le nuage nucléaire se dirige vers Moscou, ils décident de le faire éclater au-dessus de ce petit territoire peu peuplé, le Bélarus. Et pour ça, ils le chargent d'humidité, ils l'ensemencent, pour reprendre le terme exact. Résultat, le pays se ramasse 70% de toutes les radiations émises par Tchernobyl. Et un quart de son territoire est contaminé. En comparaison, pour l'Ukraine, on serait plutôt à 5 à 7%. Et entre les coûts de santé, de décontamination et les pertes économiques et sociales à long terme, on parle de pertes allant jusqu'à 300 milliards de dollars pour le Bélarus. La guide me dit aussi que c'est un des éléments qui est très fidèle dans la série Tchernobyl, pour ceux qui l'ont vu. Au moment de la catastrophe, les employés ont peur d'annoncer la vérité aux supérieurs hiérarchiques. Et à cause de leur inaction, les effets sont beaucoup plus dévastateurs. Et alors ça c'est la rivière Pripyat qui s'appelle comme le nom de la ville, qui mène directement à la centrale parce qu'il faut de l'eau pour refroidir les réacteurs. Du coup ça passait directement là. Dans cette direction là, ça va jusqu'à la centrale. Donc là maintenant on va monter une autre tour. Normalement on peut voir, il y a l'Ukraine qui est 20 km dans cette direction. Il faut que je m'arrête avant le dernier palier parce qu'en fait elle me dit que le dernier palier il est réservé à la border control, donc l'équipe qui s'occupe de gérer les frontières. Allez, c'est parti. Bon, maintenant j'ai l'habitude des tours, mais celle-là elle est quand même pas très sereine. Je me défonce les mains. Voilà l'avant-dernier étage. Et après je m'arrête. Et si je vois des militaires, il faut surtout pas filmer. Elle m'a dit que c'était vraiment pas une bonne idée du tout. Je vois pas le réacteur d'ici. Le temps est pas méga dégagé. Normalement c'est par là. Maintenant on va vérifier le montant des radiations qu'on a pris avant de repartir. 0 0 Nol. 1.6 microsieverts. Avant d'essayer de sortir du pays par la frontière polonaise, il faut que je vous parle d'un truc. Białowieża. C'est une immense forêt qui est à cheval entre la Pologne et le Bélarus. C'est une des plus vieilles d'Europe, et un des seuls écosystèmes qui a jamais été touché par l'homme. Je vous dis que ça a jamais été touché par l'homme, mais c'est pas exactement la vérité. Dans ces bois, si je continue par là, je devrais atteindre une double frontière armée et bien protégée. Je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre. Évidemment, on s'y balade pas comme on veut. Il faut que je m'enfonce dans la forêt pour le savoir. Bon, j'ai suivi une route un peu naïvement en me disant que je finirais par tomber sur le mur en essayant de me repérer avec Google Maps. Sauf que je tombe sur un poste frontière avec des soldats qui font je sais pas trop quoi. Et donc du coup je passe devant, l'air de rien, ils s'arrêtent de travailler, me regardent. Et du coup j'essaie de couper à travers la forêt le long de la ligne de démarcation. Bon, bah les amis, échec, hein, je pensais... ça fait 3 fois que j'essaye là, mais je tombe sur des avant-postes à chaque fois et je pense que je vais pas prendre le risque d'essayer de me faufiler dans les bois. Le sujet est trop grave pour que j'essaie
m'approcher pour prendre des photos. Donc je vais quand même vous expliquer l'histoire en détail, parce que ça me semblait important d'en parler en étant dans ce pays-là. Mais là, ça va être trop compliqué de m'approcher de cet endroit-là. Bon, j'ai fait un détour et je suis coupé à travers les bois et en fait, je suis arrivé du coup à la frontière biélorusse, qui est donc pas encore le côté du mur polonais, mais l'espace qu'il y a entre les deux, puisque chaque pays a mis sa frontière pour, j'imagine, s'affirmer et montrer que l'espace entre les deux, bah, c'est là où il se renvoie la balle en fait avec les migrants. Bon, il faut que je vous explique ce qui se passe ici. À la chute de l'URSS, cette limite que vous voyez là, c'est devenu officiellement une frontière internationale entre la Pologne et le Bélarus, traversée en plein milieu par un trait sur une carte. Et jusqu'en 91, ça posait pas beaucoup de problèmes. Les deux pays étaient amis, et les habitants qui, eux, n'en avaient pas grand-chose à faire des frontières pouvaient aller et venir, de part et d'autre de cette séparation. Sauf que je vous l'ai dit tout à l'heure, en 94, le mal est arrivé. Et progressivement, à cause des actions de Loukachenko, les deux pays sont devenus frères ennemis. Et en novembre 2021, vous vous souvenez de l'histoire du détournement d'avion? Et bah suite à ça, l'UE est allé full speed sur les sanctions économiques sur le Bélarus, et pour se venger de ça, Loukachenko a utilisé un des talons d'Achille de l'Union européenne, l'immigration clandestine. Pour ça, il va faire affréter des avions à destination du Bélarus. Une fois sur place, à l'aéroport, les réfugiés sont pris en charge par l'armée et sont placés dans des bus, direction la frontière polonaise. La frontière européenne donc. Puis ils attendent la nuit, et quand c'est l'heure, l'armée biélorusse les pousse de l'autre côté de leur propre frontière, pour qu'ils puissent ensuite traverser et entrer dans l'UE. Sauf que de l'autre côté, la Pologne est bien décidée à défendre les propres limites de son pays, et les gardes repoussent les réfugiés du côté biélorusse. Et c'est à ce moment-là que l'enfer commence réellement. Parce que les migrants se retrouvent dans un no man's land, une zone grise qui fait tampon entre les deux frontières, ces hommes et femmes qui ont tout quitté dans l'espoir d'un avenir meilleur, attirés par les fausses promesses d'un dictateur qui veut faire plier l'Europe, et qui se retrouvent utilisés comme de véritables armes humaines, aérés, coincés dans cette forêt en plein hiver, sans aucun moyen d'en ressortir. Et là, ils vont subir les traitements des deux camps, même si beaucoup précisent que l'armée biélorusse est la pire. Take this family, literally stuck between Belarusian forces in Balaclavas, pushing them one way, and Polish soldiers on the other side of the fence, trying to stop them. Every time we came back to Belarusian borders, we asked them to take us to Minsk so we could get deported back to Lebanon. They said no. You have only two choices. Either you die here or you die in Poland. En réponse à ça, et sans l'aide de l'Union européenne, la Pologne va construire en seulement 6 mois un immense mur de presque 200 km pour protéger son territoire et ralentir ses flux migratoires. 5 mètres de haut, 350 millions d'euros, équipé de capteurs et de caméras thermiques pour aider les patrouilles à repérer les intrusions. Mais c'est pas tout, la Pologne ne va pas s'arrêter là. Il y a quelques mois, le Parlement a adopté une loi qui permet aux gardes frontières de tirer sur les personnes qui essaient de traverser illégalement, sur simple motif d'entrer sans autorisation sur le territoire polonais, si cela constitue une menace pour la sûreté de l'État. Alors c'était certes pour répondre à l'attaque mortelle d'un migrant sur un soldat, mais selon moi, le motif ne justifie pas le permis de tuer. Le soleil se lève maintenant sur Brest, et sur ce décor post-soviétique d'un autre temps. Dernière étape du voyage, sortir du pays. Sur Reddit, ça parlait de 10 à 30 heures d'attente. On va voir si Internet dit vrai. Dans le bus, je suis assis juste derrière une Bélarusse qui parle quelques mots d'anglais. Elle me sort la liste des trains qui pourront me ramener de la frontière polonaise à Varsovie, en me donnant ses statistiques sur les chances que j'aurai de choper tel ou tel train, en fonction du temps de contrôle aux frontières. Puis elle se retourne, fait 2 signes de croix et croque dans une pâtisserie locale. Le bus emprunte les grandes rues extra larges de l'ancienne République soviétique et se dirige vers la frontière. Ma seule préoccupation, c'est de passer la frontière biélorusse sans encombre, avec l'intégralité des rushs vidéo que j'ai pu prendre. Ça y est, on arrive. Après un rapide contrôle des passeports, un soldat biélorusse nous laisse passer. L'atmosphère est beaucoup plus détente qu'à l'aller, où j'avais vraiment l'impression de rentrer dans une zone de guerre. On se range dans la file des bus qui traversent de l'autre côté. Sur la droite, des panneaux de propagande bélarusse qui essaient de nous dissuader d'aller en Pologne. Et il y en a un qui attire particulièrement mon attention. Ça me fait tristement sourire. Ça sera l'ultime exemple que je verrai de sa propagande. Il est 11h du mat, et derrière moi dans le bus, les Biélorusses sont attaqués au vin blanc. Ils me proposent un verre et me disent que c'est une tradition russe, et que ça porte chance pour passer la frontière plus rapidement. Je sais pas si je dois les croire. Après 2 bonnes heures d'attente, je rentre dans le poste frontière polonais, la garde frontière check mon passeport, me sourit, et me dit bonne journée en français. Mission réussie. Me voilà à nouveau dans une démocratie.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé l'expérience. Je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne et à très vite pour la prochaine. Ciao.